Allez, c'est la deuxième partie. Après la problématique, voici le plan que je vous propose. Faire respecter le droit par la force revient-il à fonder le droit sur la force? Alors, trois parties pour affronter cette question éminemment problématique. Tout d'abord, la question évidemment du fondement du droit positif, à quoi tient le respect de ce droit. Un deuxième temps dédié au sens même qu'il recouvre. Qu'est-ce qui fait que ce droit paraît difficilement contournable dans la société politique, dans la société organisée, et ensuite un troisième temps critique qui laissera entendre que la justice, alors hélas ou tant mieux selon les lectures qu'on en fait, pourrait bien être qu'un rapport de force. Donc première partie, le respect du droit positif. Première sous-partie, évidemment, la question de la légalité du recours à la force dans l'État, la force lorsqu'elle succède au droit. Faire respecter le droit par la force consiste, pour le pouvoir politique étatique, à faire respecter le droit positif, ce droit qui régit les rapports entre les citoyens à un moment donné, sur un territoire donné. C'est ce droit de l'État qui va utiliser la force armée, ce que Hobbes appelle d'ailleurs les fonctionnaires armés. On oppose ainsi aux citoyens récalcitrants une force supérieure à la leur. Cela est nécessaire dans bien des cas, étant donné que chacun, en tant qu'individu égoïste, peut faire valoir un droit à l'exception et ne pas se soumettre spontanément aux lois aux vigueur. Le recours à la force dans ce contexte est légal, voire légitime. Précisément, qu'est-ce qui peut le rendre légitime? Ce serait le fait que les lois elles-mêmes le soient. On peut alors observer que chronologiquement, la force succède au droit. En ce qui concerne le fait de fonder le droit sur la force, on note cette fois que la force a le statut de fondement du droit et lui est donc logiquement antérieure, ce qui constitue une première différence qui interdit d'identifier ces deux réalités. Une deuxième sous-partie doit insister sur le devoir de respecter le droit. Le droit désigne en effet ce qui doit être de manière générale, il n'est donc pas toujours réalisé, tandis que la force, elle, est un fait qu'on constate. Un fait auquel on ne fait pas toujours opposition. Le droit doit donc, en tant que droit, nécessairement transcender les faits pour être en mesure de les juger, ce qui est sa fonction essentielle. Si le droit repose sur le fait de la force, il n'est plus en mesure de juger les faits eux-mêmes, et dans ce cas, en effet, on joue en réalité un fait contre un autre, on perd la dimension idéale du droit. Étant donné qu'aucun fait, fût-il la force, ne contient en lui-même de légitimité, ce n'est pas parce qu'une chose existe qu'elle est légitime ou juste, il est donc impossible de fonder le droit sur la force sans le vider de sa substance propre, de sa fonction normative ou prescriptive. On peut dire alors avec Rousseau, pour le citer, que céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté. Dernière sous-partie, les valeurs du droit, sa légitimité en tant qu'elle s'opposerait à une forme de nécessité. Le droit contient une référence à une valeur ou à des valeurs. En effet, la force ne nous fait pas quitter le terrain de la nécessité. Celui qui impose sa loi par la force ne peut prétendre que les autres hommes ont le devoir de lui obéir. Il ne dispose donc pas, cet homme, d'un droit, puisque s'il en disposait, nous aurions le devoir d'y obéir et la possibilité de désobéir. Or, la force, en tant que telle, nous ôte cette possibilité. La force, en niant la liberté, en ôtant la possibilité d'un choix et donc d'un engagement, ruine ma liberté et en même temps que le devoir, elle ruine tout droit concevable. C'est ce que Rousseau résume dans une formule célèbre, « force ne fait pas droit ». Deuxième partie, donc, le sens du droit. Première sous-partie, quels sont les fondements du droit positif? La question mérite d'être posée. Qu'est-ce qui peut fonder le droit positif et rendre légitime l'utilisation de la force pour le faire respecter? On a souvent mis dans l'histoire en avant les droits dits imprescriptibles de l'homme, les droits naturels, entre guillemets, proclamés notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On songe ici à l'égalité, la liberté, la propriété, la sûreté des individus. Serait légitime ainsi tout droit positif qui respecterait ces grands principes, ces grandes valeurs. Ces droits étant imprescriptibles, il ne saurait être question, évidemment, de les laisser bafouer, les hommes n'étant pas spontanément respectueux, en tout cas pas toujours, de ces droits naturels, l'homme étant un loup pour l'homme, ou un être égoïste qui tente à s'excepter, comme le dit Plaute ou Hobbes, il serait nécessaire, et donc légitime aussi, d'utiliser parfois la force pour faire respecter ce qui ne souffre aucune exception par nature.
Une deuxième sous-partie doit déterminer ce qu'il en est du droit formel bourgeois quand il apparaît comme un appareil dominateur. Cependant, au regard de ce qui a été indiqué précédemment, ces droits prétendument naturels ne concerneraient en fait que l'homme bourgeois, celui qui dispose déjà d'une puissance économique, de capitaux, de moyens de production. Cet homme bourgeois serait défini par sa classe, nous dit Marx ou Engels, et aurait historiquement réussi à imposer ses idées et ses valeurs que l'on retrouverait inscrites dans telle ou telle loi. On peut citer ici d'ailleurs cette formule, la classe disposant des moyens de production matériels dispose en même temps des moyens de production spirituelle, si bien qu'ainsi elle maîtrise du même coup, dans l'ensemble, les idées de ceux à qui manquent les moyens de production spirituelle, formule dans l'idéologie allemande de Marx et Engels. Dernière sous-partie dans ce grand 2, le droit ou l'expression d'un rapport de force. Ainsi, si on suit cette lecture, il n'y aurait pas de différence de nature entre faire respecter le droit par la force et fonder le droit sur la force. C'était notre question. On peut même dire que fonder le droit sur la force serait la vérité nue et sans voile de l'action qui consiste à faire respecter le droit par la force. Le droit est bien entendu autre chose que la force, mais les rapports qu'il entretient avec la force ne sauraient être autres que sa justification après coup, en quelque sorte. S'il en est ainsi, les lois ne défendraient, somme toute, que l'intérêt des classes sociales qui ont su, historiquement, imposer leurs revendications lors de conflits sociaux plus ou moins ouverts. Sans une situation de force, en effet, il n'y aurait pas de droit, puisque, sans l'hypothèse d'une société harmonieuse et égalitaire, le droit disparaît. C'est ce qu'affirme Sartre dans son ouvrage Les situations 1. En dernière partie, la justice comme simple rapport de force. Première sous-partie, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est droit alors? Il est manifestement difficile de savoir ce qui est juste ou droit. Pour être en mesure de distinguer nettement les deux termes de la question posée, il faudrait connaître ce qui est juste afin de déclarer illégitime le fait de fonder le droit sur la force et légitime en opposition le fait de faire respecter le droit par la force. Mais, c'est ce que nous rappelle Pascal, la justice est sujette à dispute. Tandis que la force est très reconnaissable. Il a 3 laquais, dit Pascal, et je n'en ai qu'un, donc je dois m'incliner dans les pensées. Faute de fortifier la justice, de faire que ce qui fut juste soit fort, on a donc fait que ce qui fut fort soit juste, afin de préserver au moins la paix civile et la vie des hommes, nous dit Pascal. Dans une deuxième sous-partie, on doit déterminer le sens du contrat social en tant qu'il fonde la loi. La loi de l'État devient ici expression de la volonté générale, selon la formule de Rousseau dans le contrat social. Il existerait alors bel et bien une différence de nature entre, d'une part, faire respecter le droit par la force, qui n'est que contraindre les individus à être libres, à faire ce qu'ils ont voulu et choisi librement et unanimement lors du contrat social fondateur de l'État civil et du pouvoir politique légitime parmi les hommes, et d'autre part, fonder ou tenter de fonder le droit sur la force, qui n'est que nier le droit. Faire respecter le droit par la force, c'est continuer à vouloir ce qu'on a voulu librement lors du contrat, c'est-à-dire vouloir la loi de l'État comme expression de la volonté générale qui vise le bien commun et nous fait libres, dit Rousseau, pas de liberté sans loi, tandis que fonder le droit sur la force apparaît comme une tentative illégitime, la force ne fait pas le droit, de restauration de la loi de la jungle qui est, elle, impuissante à nous rendre libres. Dernière sous-partie, la force légitimée comme moyen de respect du contrat social. Il est donc, non pas seulement légal, mais légitime, en notre âme et conscience, de faire respecter ce droit par la force si ce droit s'origine dans un contrat social librement passé, lequel fonde l'état civil lui-même légitime, c'est-à-dire un état dans lequel, dit Rousseau, le peuple dispose du pouvoir politique, dont notamment le pouvoir législatif. Le droit positif, expression de la volonté générale, visant le bien commun, est l'expression de la volonté du peuple et s'applique à tous les citoyens. L'utilisation de la force pour faire respecter ce droit légitime est ce à quoi les hommes ont consenti, dit Rousseau, ils y ont consenti librement lors du contrat, il ne peut en être autrement. Donc c'est par les lois que les citoyens sont libres, c'est par les lois qu'ils ont des chefs et non des maîtres, souligne Rousseau, des maîtres qui leur imposeraient leurs caprices par la force, car obéissant à la loi, ils obéissent en fait à eux-mêmes, puisque ce sont eux qui font les lois. Un tel examen, celui qui nous est soumis, engage l'idée que l'on doit se faire de la liberté pour concilier, si cela est possible, notre désir d'autonomie, d'une part, avec les obligations qui assurent le bien vivre ensemble, sans violence tant qu'à faire. Ce questionnement est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que nous vivons dans une société libérale
qui, en l'absence de références communes transcendantes, impératives et indiscutables, exige ce compromis permanent pour réduire le risque d'anomie et de chaos autodestructeur de tout lien social, ce qu'on appelle le chacun pour soi. Un chaos social dont tous seraient victimes dans leurs droits, leur liberté et dans leur vie. D'où l'intérêt de cette question sur l'articulation du droit et de la justice.